François Bayrou va donc être nommé cette semaine haut commissaire au plan. Je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. En octobre 2004, je suis appelé par le commissaire au plan de l'époque, Alain Etchegoyen, qui me demande de venir le voir. Je vais le voir, nous discutons à bâton rompu et Alain Etchegoyen me propose de faire des choses avec lui. Je me gonfle d'orgueil, je me dis que je vais être associé au commissaire au plan. Quelle promotion fantastique, quelle admirable progression personnelle. J'en tressaille de joie et je bois le soir même une bouteille entière de champagne pour fêter l'événement. Quelques heures ou quelques jours plus tard, je ne me rappelle plus très bien, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, raye d'un trait de plume le commissariat au plan, estimant que l'organisme ne sert à rien. Plus de commissariat au plan, plus de commissaire au plan, plus de grandes choses pour moi à faire avec le commissaire au plan. Je tombe dans une catastrophe personnelle, je suis pratiquement dépressif. Eh bien, en 2020, par le miracle macronien, le commissariat au plan est recréé et François Bayrou en est nommé haut commissaire. Splendide. Bon, nommer François Bayrou haut commissaire au plan, c'est à peu près comme me nommer grand Mamamouchi. François Bayrou n'a aucune compétence pour planifier l'économie française, puisque ses connaissances en économie et en finance semblent assez maigrichonnes. Mais là n'est pas le sujet. Est-il opportun aujourd'hui de recréer une sorte d'outil considéré comme complètement inutile il y a presque 20 ans ? À l'évidence, cela pose problème. Et d'ailleurs, ce commissariat au plan, cette planification française fait furieusement penser à la planification soviétique, à cette magnifique planification qui a conduit l'URSS à sa ruine purement et simplement. Donc, recréer un commissariat au plan n'était probablement pas indispensable. Cela dit, Macron, en faisant cette manœuvre habile, neutralise complètement François Bayrou et va récolter aux élections présidentielles qui approchent les quelques voix que représente son parti. Finalement, chacun sait que lorsque l'on veut faire grossir le pain que l'on fait cuire, on met un peu de levure. Eh bien, Macron fait grossir son socle électoral en mettant dedans un tout petit peu de levure Bayrou. Finalement, la morale de cette histoire, c'est que faire de la politique, ça n'est pas si compliqué que cela. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. L'islamisation de la France par la violence est visible quotidiennement. Ce sont tous les actes extrêmement graves commis avec ce cri Allah Akbar, que ce soit des coups de couteau, des violences physiques ou toute violence que l'on peut imaginer. Cette violence-là, les Français en ont désormais conscience et véritablement commencent à s'inquiéter du problème. Seul Macron est complètement autiste sur le sujet, puisque manifestement, quand il est sur son scooter des mers, le bruit assourdissant de son scooter doit le rendre sourd et il n'entend pas les Allah Akbar crier au moment de ces actes de violence. Et d'autre part, étant sur les flots, il est évidemment déconnecté des contingences terrestres que nous vivons tous. À côté de cette islamisation insupportable, il y a une islamisation beaucoup plus sournoise, beaucoup plus douce, beaucoup plus vicieuse, employons le mot. Il s'agit de cette islamisation par le vêtement que l'on a pu voir à grande échelle, notamment sur les plages de France. Il a été courant de voir des femmes en burqa longer l'océan devant des baigneurs un peu ébahis ou devant des gens qui se bronzaient tout à fait étonnés.
il y avait ces femmes voilées qui arpentaient les plages, bien visibles de tous, il y avait ces femmes en burkini qui se baignaient au vu et au su de tout le monde pour bien montrer que le burkini était important, il y avait ces hommes en djellaba sur la plage. Bref, une sorte d'islamisation par le vêtement. Le but en réalité de cette islamisation par le vêtement est d'accoutumer les Français au fait que l'islamisation est en marche et ne pose pas de problème. Nous sommes en fait dans le phénomène de la grenouille, c'est-à-dire que lorsque l'on met une grenouille dans une casserole froide et que l'on fait chauffer l'eau tout doucement, la grenouille va être un jour ébouillantée sans même s'en rendre compte, elle sera morte. Eh bien, nous sommes un petit peu dans ce processus finalement, le phénomène de la grenouille. Et les leaders musulmans savent très bien ce qu'ils font et donnent des consignes aux musulmans pour que les gens qui sont sur les plages en burkini, en burqa, avec un voile, avec des djellabas, se mettent toujours bien visibles près des entrées des plages, près des sorties des plages, près des postes de sécurité. Il faut que le phénomène de la grenouille soit mis en route pour qu'il y ait cette islamisation rampante. Alors, je ne parle même pas de la troisième forme d'islamisation qui, elle, est complètement cachée, qui est absolument scandaleuse, qui est par exemple l'islamisation par la viande halal. Lorsque nous prenons un bon beefsteak bien saignant, la probabilité qu'il s'agisse d'une viande musulmanisée, c'est-à-dire ayant subi tout le rite halal, cette probabilité est immense et évidemment les Français l'ignorent totalement. Donc, quelle que soit la façon dont nous prenons le problème, nous voyons bien que cette islamisation, ou violente, ou rampante, ou cachée, avance quotidiennement. Nous sommes dans des sociétés qui s'islamisent. Les élites poussent fortement à cette islamisation. Il est tout de même probable qu'un jour, les Français se réveilleront. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Il y a peu, deux dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, parti que l'on peut qualifier tout de même d'extrême gauche sans prendre de grands risques, causaient au coin du feu publiquement sur l'évolution de la société. Ils disaient des choses peu intéressantes, ils enfilaient des perles comme seule l'extrême gauche sait les enfiler, et ils évoquaient la façon dont pouvait évoluer notre société. L'un des causeurs racontait doctement que le système politique, imbibé de marxisme, devait logiquement évoluer vers l'écologie, et si j'ai bien compris, l'écologie avait pour fondement le marxisme. Et il parlait d'ailleurs des libertés et posait des questions en termes de liberté. Et l'autre causeur, sautant sur l'occasion, disait de façon stupéfiante que l'écologie pouvait parfaitement imposer à l'avenir une réduction des libertés. Et là, les bras nous en tombent lorsque l'on entend de telles énormités. Je voudrais faire un tout petit rappel sur ce bon Lénine. Ce Lénine qui, en 1917, a traversé toute l'Allemagne, ennemi sanguinaire de la Russie, a traversé toute l'Allemagne avec ses amis allemands pour rejoindre la Russie et y faire la révolution. Eh bien, ce Lénine, qui a donc démarré la révolution russe, révolution qui s'est étendue au monde entier, révolution marxiste et communiste, qui a abouti tout de même à 100 millions de morts, une paille. Eh bien, ce bon Lénine, traître à sa patrie, allié aux pires ennemis de la Russie, avait doctement déclaré en 1917 qu'il fallait sans doute en Russie une dictature démocratique. Une dictature démocratique, c'est l'expression de Lénine. Expression aussi stupide que de parler d'un tableau blanc qui est noir.
ou d'un tableau noir qui est blanc. La dictature ne peut évidemment pas être démocratique. Ou alors, et c'est ça l'intérêt de ce qu'ont dit nos deux causeurs au coin du feu, je reviens à nos moutons, c'est que finalement, sous une apparence de démocratie, l'on peut établir une dictature. Sous un espèce d'assoupissement démocratique des peuples, l'on peut réduire les libertés. Tout cela sur une base philosophique marxiste. À l'évidence, nos deux dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise ont développé de façon explicite leur concept si dangereux de restriction des libertés et finalement d'une sorte d'établissement de dictature. Eh bien, j'en parlais à tante Gertrude, et comme toujours, tante Gertrude, dans ses éclairs de lucidité, m'a dit « Ah ben mon petit gars, avec de tels zozos, on est mal, on est mal ». Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Le télétravail est devenu une source de discussion importante au sein des familles, au sein des entreprises, au sein des ressources humaines des grands groupes, au sein de l'État. Faut-il ou non pousser le télétravail? Avant le confinement, il y avait un peu moins de 2 millions de télétravailleurs. Pendant le confinement, nous sommes montés à 5 millions de télétravailleurs. Donc un nombre considérable de personnes ont télétravaillé à partir de chez elles. Est-ce un avantage? Est-ce un inconvénient? Le télétravail est-il quelque chose qu'il faut pousser ou non? Telle est la question. De façon tout à fait claire, le télétravail a de gros avantages. Il permet d'abord d'éviter de s'épuiser dans des allers et retours à son entreprise. Je pense aux franciliens où quelquefois il faut 2 à 3 heures par jour pour aller à son lieu de travail et en revenir. Ce qui est évidemment épuisant, sachant qu'en plus de ça, les conditions de transport en commun sont catastrophiques. Le gros avantage du télétravail également concerne la vie familiale. L'on peut gérer sa vie familiale de façon plus souple, faire des petites pauses familiales dans la journée, donc créer des petits temps familiaux qui permettent des rapprochements assez sympathiques. Le télétravail permet aussi de gérer son temps dans la journée comme on le veut et finalement cela peut être beaucoup moins stressant que d'être dans une entreprise avec tout son rythme qui peut effectivement être assez stressant. Et puis très gros avantage, le télétravail permet éventuellement de quitter les grandes agglomérations devenues souvent insupportables à vivre pour en fait aller dans des villes moyennes ou des petites villes infiniment plus agréables pour la vie quotidienne. Donc, il y a de gros avantages pour le télétravail. Il y a aussi de gros inconvénients. D'abord, aller dans son entreprise consiste à préserver un lien social. Et ce lien social, évidemment, est important car l'homme est un animal social. Pour l'entreprise, l'esprit d'entreprise se crée si les gens sont là physiquement. Il est difficile de créer un esprit d'entreprise à distance. Un autre point très négatif, c'est que finalement, le seul interlocuteur du télétravailleur sera son ordinateur. Il communique en permanence, du matin au soir avec son ordinateur, il va envoyer des mails, il va envoyer des documents, tout cela se passe par l'ordinateur devient le nec plus ultra de la vie quotidienne, il n'y a plus que l'ordinateur, ce qui est un petit peu desséchant. Et puis évidemment, et cela est très ennuyeux, c'est que le télétravail mélange finalement dans la journée la vie familiale et la vie professionnelle, puisque
par l'ordinateur, la vie familiale ou amicale est évidemment en permanence mise en avant sur les écrans, puisque les mails sont reçus en permanence dans la journée. Donc on est interrompu pendant son travail professionnel parce qu'il faut répondre à des amis qui vous invitent, ou par des amis qui vous sollicitent, ou par de la famille qui vous dit ceci ou cela. Donc on voit bien qu'il y a tout de même un inconvénient majeur à ce que l'on soit effectivement rivé derrière son ordinateur. Et la question du télétravail est une question finalement très fondamentale. Il faudra, avant de pousser tout azimut le télétravail, il faudra se demander si véritablement c'est la solution idéale ou pas. Tout cela mérite étude et réflexion. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. La bureaucratie française est une énorme machine. Elle est une sorte de pyramide au sommet de laquelle nous trouvons les hauts fonctionnaires remarquablement payés et jouissant d'une sécurité absolue de l'emploi. En dessous, nous avons les cadres armés assez importantes, assez bien payés et jouissant d'une sécurité absolue de l'emploi, et en bas de la pyramide, l'immense armée des employés bureaucrates qui sont convenablement payés et qui jouissent d'une sécurité absolue de l'emploi. Alors la question qui se pose, c'est: cette bureaucratie est-elle efficiente? Travaille-t-on beaucoup au sein de cette bureaucratie? À l'évidence, beaucoup de bureaucrates sont de grands travailleurs et font parfaitement bien leur travail. À l'évidence également, beaucoup de bureaucrates ne font pas grand-chose et finalement pèsent un petit peu lourd dans le poids de cette pyramide. Et à l'évidence, beaucoup de bureaucrates ne font strictement rien et pèsent très lourdement dans les comptes de cette bureaucratie. Essayons de chiffrer un peu les choses. La bureaucratie en France coûte 27% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de la France est de l'ordre de 2400 milliards d'euros. 27%, ça fait à peu près 650 milliards d'euros. Quand même, la bureaucratie en France coûte 650 milliards d'euros. Faisons un petit comparatif avec l'Allemagne. En Allemagne, la bureaucratie ne coûte pas 27% du produit intérieur brut, mais 23%. Il y a donc 4% d'écart avec la France. Nous pourrions donc, en nous alignant sur l'Allemagne, gagner 4%. Eh bien, 4% de produit intérieur brut, cela fait presque 100 milliards d'euros d'économie par an. 100 milliards d'euros d'économie par an, tiens, le déficit budgétaire annuel est de l'ordre de 100 milliards d'euros depuis des années. Donc, nous voyons bien qu'en faisant des efforts pour réduire notre bureaucratie, notamment en dégraissant le mammouth, pour utiliser une expression consacrée, eh bien, nous arriverions à régler tout ou partie du problème de l'épouvantable déficit budgétaire français de l'ordre de 100 milliards d'euros. La seule question qui se pose, mais qui est importante, qui le fera? Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine.